afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille. Bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Là, vous parliez justement de polyamour et tout ça. Fait que là, vous avez eu ces deux enfants-là avec la même conjointe. Oui. Êtes-vous toujours ensemble? Non. Vous êtes séparés? Oui. Puis là, c'est quoi votre parcours de laboratoire humain encore? Mon parcours, il commence jeune. J'ai eu une première vraie blonde, j'avais 18-19 ans. Puis au bout de... Puis j'étais formaté, là, comme la société nous formate, là, jaloux, possessif, là, puis ma blonde, là, monogame. Dépendant affectif. Un peu, un petit peu, là. Puis au bout de 6 mois, j'ai commencé à voir que j'avais... Tu sais, après le début, là, tu sais, j'ai commencé à voir que j'avais de l'attirance pour d'autres femmes. Puis ça me troublait profondément. Parce que je voulais pas... Moi, c'était clair, puis encore là, je veux pas juger. Moi, je voulais pas tromper. C'est pas moi. C'est tellement dans les valeurs. C'est ça. Moi, je voulais pas tromper. C'est la trahison. C'est ça. Mais là, j'en avais envie. Fait que là, j'avais un problème. Puis, les valeurs venaient, ouais. Ça venait se confronter. Puis là, je me dis, c'est pas vrai que je vais résister à cette tentation-là. J'ai 19 ans, là. Je vais pas résister à ça toute ma vie, là, jusqu'à 60, 70 ans. Là. Je voyais pas ça possible. Parce que moi, je suis pas asexuel. J'ai quand même une drive, une libido. Fait que là, c'était complètement incompatible. Fait que là, pendant les 6 mois qui ont suivi, on a fait des échanges de couple, puis on a essayé, mais c'était pas ça. Puis c'est ça, au bout d'un an là, de relation, j'y ai dit, moi, je peux plus promettre. Puis j'étais un gars de... la cohérence, pour moi, c'est important, là. Fait que... Il faut que les bottines suivent les babines. Oui, puis là, j'ai travaillé beaucoup sur moi, là, parce que je me suis dit, là, si je peux plus promettre, je peux plus non plus le demander, là, parce que ça marche pas, là. Fait que, encore une fois, j'ai beaucoup rationalisé, réfléchi. Puis là, ben c'est ça. Là, j'ai annoncé que pour moi, ça convenait plus. Là, vous aviez 19-20 ans? J'avais 20 ans, là, okay. 19-20, oui. Puis j'ai annoncé que ça me convenait plus. Puis j'espérais qu'elle me dise « Ah, ben parfait, on fait ça. » Puis que, tu sais, mais c'est pas ça que ça a fait. Elle m'a dit « Ben, moi, ça marche pas. » Puis on s'est laissé dans la tristesse parce que... C'était quand même une peine d'amour. C'était une peine d'amour. On s'est laissé comme ça, mais moi... Dans ma naïveté ou dans mon narcissisme, je me suis dit, elle va s'en rendre compte que c'est une bonne chose, puis que je suis le gars pour elle, puis elle va revenir, mais jamais revenir. Puis que je suis quand même très bon. Ouais, c'est ça. Elle n'en trouvera pas un bon comme moi. C'est ça, tu sais. J'ai beaucoup d'expérience. Ouais. Fait que je souhaitais vraiment qu'elle revienne, puis au bout d'un an, j'ai dit ça. J'ai dit, on était à Woodstock en 94. Puis j'ai dit que j'espérais qu'elle revienne, puis elle est partie à rire, puis ça m'a détruit. J'ai eu une dépression majeure à ce moment-là. Ça a été de ridiculiser. Oui, mais moi, j'étais encore dans cette espérance-là, là, pour vrai. Là. Je l'aimais encore, mais tu sais, c'était un peu faux, là, dans le sens que c'était vide. Là, on n'était même plus, en tout cas. Mais bref, à partir de ce jour-là, je me suis dit, OK, plus jamais j'en m'engage dans émotions. Une relation monogame. C'était clair. Puis là, je parle de 94, là, même 93. Fait que, puis jeune, là, 22 oui, j'avais 22 ans. Fait que, tu sais, il n'y avait pas de concept de polyamour. Ça n'existait même pas. Ça existait, je pense, dans des cercles très restreints aux États-Unis. Mais pour moi, c'était comme, c'est ça, un couple ouvert. Là, je cherchais un couple ouvert. Fait que là, je me suis mis à chercher ça. Puis ça a pris 5 ans avant que je trouve... Parce que là, j'ai eu des fréquentations, des amendes, mais ça a pris 5 ans avant que je rencontre une femme que j'ai mariée. Puis quand j'y ai proposé ça, elle m'a dit « Ah, ben je change de chum à toi et moi. » D'accord. Faisons ça. Puis ça a été une super relation. On a été ensemble 6 ans. On s'est mariés dans ce deal-là d'ouverture. On avait chacun nos amants, amantes. Puis c'est là que je l'ai vraiment vécu plus concrètement.
Puis pour toutes sortes de raisons, parce que des fois, les gens ils disent, ben oui, c'est sûr, vous êtes séparés, vous étiez non monogame. Ouais, mais c'est pas comme si le monde monogame se séparait pas, là. Tu sais, je veux dire, on s'est perdu de vue. À un moment donné, je suis allé faire mon postdoc à Toronto, puis elle m'a pas suivi, puis elle a eu un coup de foudre. Puis aussi, on avait. Ben, c'est ça, parce qu'il y a ce danger-là aussi que vous acceptez de dire, ben c'est le fun d'être ailleurs puis d'avoir autre chose. Mais ça se peut qu'il y en a un que tu dis, lui, là, je pense que c'est le mien, ou elle, c'est la mienne. Il y a un risque qu'il y en a un. Il y a toujours des risques, mais les risques sont là aussi dans la monogamie. Oh, ben oui, certainement. Puis, mais tu peux magasiner plus fort. Tu peux pas juste regarder le menu. C'est vrai. Là, tu peux goûter à tous les plats, là. Oui. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être discutées autour de ça. Même des fois, on me dit, mais là, pourquoi tu t'en contentes pas d'une? Tu sais, t'as pas assez d'une. Ben, moi, c'est quoi? Pourquoi t'as un deuxième enfant? Pourquoi t'as pas juste un ami? C'est un peu la même chose. C'est la diversité, c'est d'enlever la monotonomie, d'être allergique à la monotonomie. Je vais y revenir, OK? Mais je vais juste dire que là, on s'est perdu. Oui. Mais il y avait pas non plus de communauté puis de concepts pour nous aider à comprendre ce qu'on vivait à ce moment-là puis à accepter. Mais bref, fait qu'on s'est éventuellement séparés. Je vais finir la trajectoire puis je vais revenir au contenu. Là, j'avais à ce moment-là, j'étais dans la trentaine, là, puis là, je voulais des enfants. Puis là, pour moi, ça a été difficile non seulement de perdre cette relation-là parce que c'était vraiment comme une grande amie, mais aussi de perdre ce deal-là que je pensais pas retrouver. Puis là, j'ai rencontré l'éventuelle mère de mes enfants qui, elle était ouverte à quelque chose, mais c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dans des règles, finalement, Le deal était moins ouvert. Le contrat était plus court. Qui correspond pas à qui je suis et à mes valeurs. Mais à ce moment-là, j'ai fait comme, je veux des enfants. C'est ça. Fait qu'on était ensemble quand même 12 ans. Mais disons qu'on était plus dans la famille, les enfants, c'est pas non plus le temps tant que ça d'aller. Donc, quand tu veux être père, c'est ça. C'est ça. Tu fais ton rôle de père. Puis on s'est éventuellement séparés il y a 7 ans. Puis je pense que c'était la chose à faire. Là. Puis là, moi, à ce moment-là, c'était clair. Là, j'ai plus de projet de famille. Là, j'en ai une, c'est fini. Là, c'était clair que je voulais vivre pleinement ce polyamour. Puis là, depuis ce temps-là, il y avait une communauté, j'avais des amis, il y a de la littérature. Fait que, c'est de plus des gens qui veulent la même chose que c'est ça. Il y a une communauté, on se rencontre. Fait que c'est ça. Fait que j'ai plongé là-dedans tranquillement, mais éventuellement, 1 an plus tard, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je partage ma vie, puis c'est un amour fou, puis c'est une relation comme ça se peut pas, incroyable. Puis je veux dire, j'ai jamais aimé comme ça, puis c'est pas pour rien enlever. Je pensais pas pouvoir même aimer autant encore. En tout cas, puis c'est ça. Puis là, je pourrais développer, mais c'est pourquoi? Déjà, moi, j'ai remarqué très rapidement, quand j'avais 19 ans, là, avec ma première blonde, que le fait que je puisse pas aller ailleurs rendait ça encore plus difficile et plus attrayant. Puis ça m'étouffait, je me sentais pas libre, puis ça rendait même mon attrait puis mon désir pour ma blonde de plus en plus petit. Là. Et puis ça, j'ai su ça récemment. Il y a des recherches qui ont montré que la relation entre la sécurité dans une relation puis le désir sexuel, elle est curvilinéaire. C'est-à-dire que trop de sécurité ou pas assez de sécurité, c'est moins de désir. Le désir est optimal dans une espèce d'équilibre. De challenge. Que t'es comme... juste assez sécure. T'es pas acquis, là. Mais t'es pas dans le prendre pour acquis, là. T'es toujours dans la reséduction, puis dans le... C'est ça. Puis... C'est sûr que moi, je le voyais, là. Je voyais mon désir sexuel s'estomper, alors que dans une relation comme je vis là, pas pantoute, là. Fait que ça joue. Mais vous restez au même endroit? Non, elle en fait, elle habite avec le père de ses enfants, avec qui elle est en relation depuis 22 ans. C'est son premier chum et ils se sont jamais séparés. OK. Mais c'est ça. Eux ont décidé, il y a à peu près le même temps, 7 ans, de vivre dans le polyamour. Pour rester ensemble, eux, donc, font le choix de rester ensemble pour les enfants.
Mais individuellement, ben... Non, ils sont aussi un couple. OK, ils sont mais un aussi couple de 22 ans, c'est pas un couple de Non. nouveau couple. Là, c'est sûr que ça change des choses, mais c'est Fait que un lui, il a couple... ses choses de son bord, Ouais, donc ouais. il y a des relations. Oui, il y a des relations de son bord, puis c'est ça. Ouais. Mais est-ce que c'est purement sexuel ou il y a aussi des sorties? Puis mettons, là, je pars une fin de semaine avec Georgette ou... Lui, là, Georgette, moi, elle va être vieille, Georgette. On va dire Manon. Qui ça? Non, je fais Lui des ou moi? blagues. Ou Non, mais je veux nous, dire, là, dans... moi, c'est ça dans le sens que, comme, mettons, votre... ben là, vous n'avez plus qu'une amoureuse, là, ça veut Ouais, dire. ben, Y a-t-il une principale... Y a-t-il une hiérarchie là-dedans? ben c'est ça. Toute cette question-là se vit pas de la même façon pour tout le monde. Effectivement, il y en a qui le vivent de manière... Moi, j'ai soufflé, là. Ouais. Moi, c'est sûr, j'ai plus le goût de faire l'amour, là. Juste en parler. Il y en a qui le vivent de manière hiérarchique, effectivement. D'autres moins, d'autres pas. Puis c'est pas toujours évident de trouver quelqu'un qui a le même genre de modèle. Parce qu'il y en a... Moi, j'ai un ami l'autre fois qui me dit « Ah, on se voit souvent, ma blonde puis moi, au moins une fois par 2 semaines. » J'ai comme « Hey boy, c'est pas souvent pour moi. Okay. Mais pour lui, c'est souvent. Puis, tu sais, c'est ça, c'est que... Je veux pas trop être dans la rationalité, là, mais tu sais, c'est ça pareil. Il y a la dimension sexuelle, il y a la dimension amoureuse. Il y a des gens qui sont dans ce qu'on appelle du libertinage, qui vont aller dans des endroits, puis là, il y a du sexe, mais c'est juste du sexe, puis surtout pas d'émotion, puis on se revoit pas, puis bye-bye, puis c'est fini, puis bon. Tu viendras pas planter un clou chez nous. Puis, non, c'est ça. Il y a des gens qui vont aussi avoir des relations amoureuses, des fois même sans sexe, là, en tout cas. Fait que tout ça, c'est comme des paramètres. Le compagnon de vie. Oui, c'est ça. C'est des paramètres. Moi, personnellement, puis ma copine, on est ouvert à tout ça, là. C'est-à-dire que moi, des fois, on me dit « Qu'est-ce que tu cherches? » Je cherche rien de particulier. Je vis des choses. Puis c'est sûr que la limite à tout ça, s'il y en a juste une, c'est le temps. Le reste, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler. Le temps, dans le sens... Ben, le temps, si j'ai 8 amoureuses, ça marche pas. Non, c'est ça. Parce que moi, je veux donner plus qu'une fois par 6 mois, là, surtout une relation significative. Fait que, bref... Faut qu'il y ait une signification à vos relations. Oui, puis non, dans le sens que... Ça aussi, c'est un parcours que j'ai fait. Je pense que c'est typique des hommes. Je ne veux pas trop genrer, mais à 18 ans, un homme, là, t'es pas trop regardant. Là. Non. J'ai réalisé en vieillissant qu'un minimum de connexion, même si c'est... Il y avait une expression, je la dirai pas, là, en tout cas. Oui. Un minimum de connexion, mais là, même le sexe va être meilleur. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai autant des relations qui vont être assez axées sur la sexualité, d'autres plus... intellectuelle, affective. C'est le fun quand tout est là. Mais j'en ai pas des tonnes, il y en a. Possiblement ce que vous retrouvez chez votre top. Là. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais j'ai effectivement dans ma vie des gens avec qui il y a tout ça. Il y a de l'amour, mais c'est pas autant. Là. C'est de l'affection, de la sexualité, de l'amitié. Puis ça m'est arrivé là, de passer... ça arrive là, de passer une fin de semaine avec quelqu'un d'autre. Là. Des fois, c'est une soirée... C'est ça. Mais c'est sans lendemain ou vous allez vous revoir. Le sans lendemain, j'aime pas bien ça. Non, OK. Vous n'êtes pas un one night. Ben, je suis pas contre ça, mais c'est pas ça que je cherche. OK. Puis j'aime pas trop même l'expression. Ou en tout cas, c'est comme. Moi, en fait. Si vous connectez avec quelqu'un. Je connais que quelqu'un, j'ai envie que ça commence. On ne sait pas où ça va mener. On sait pas où ça va mener. Puis ça peut arrêter à ce niveau-là, mais pourquoi on ne se reverrait pas? Okay. Puis je sais que il y a une autrice de littérature jeunesse, je ne sais pas, qui parle aux jeunes puis qui dit aux jeunes filles, si tu veux des expériences sexuelles, couche avec tes amis, pas avec un inconnu, peut-être moron, excusez, qui va peut-être t'agresser. Ton ami, là, tu le connais, tu trouves qu'il est gentil, tu l'apprécies. C'est un bon candidat, ça. Mais tu ne marieras sûrement pas. Je sais pas. Mais ça peut être une bonne expérience, une première expérience. Moi, c'est un peu comme ça, je vois ça. C'est mes amis, dans le fond. C'est juste que pourquoi, si ça fit, on n'aurait pas aussi... Ça serait un petit peu plus loin. C'est ça. Fait que là, d'un sens, vous avez comme cette amoureuse-là, mais vous avez comme d'autres personnes que vous fréquentez. Oui, en ce moment, il y a 2, 3, 4 autres personnes que je fréquente. Mais il y en a une, c'est une fois par 2, 3 mois. L'autre aussi.
Puis les 2 autres, c'est 1 fois par mois. Mais c'est ça en ce moment. J'ai déjà eu l'an passé, mais ça a amené à une rupture. Quelqu'un que je voyais 1 fois par 2 semaines, là, en plus de ma copine que je vois 2, 3 fois par semaine. Là. Puis ça, vous pouvez aller autant, aller voir un spectacle. C'est pas, comme vous dites, c'est pas juste des relations sexuelles. Là. Non, c'est ça. C'est ça. Mais c'est sûr c'est comme des relations amicales, mais où, à un moment donné, ça va mener à une relation sexuelle. Il y a des il y a un désir sexuel. Qui va être là-dedans. C'est ça. Puis là, ben c'est ça, là, comme elle a déjà un conjoint depuis 22 ans, il y en a d'autres qui ont aussi des conjoints. Est-ce que mais vous n'avez pas une conjointe avec vous? Non, moi j'habite depuis la séparation, puis ça aussi, c'est quelque chose que j'ai décidé. Bon, on dit jamais, là, mais moi j'ai une garde partagée, là, mes 2 gars, une semaine. Puis c'est sûr que je peux me permettre ça. Je sais qu'il y a des enjeux, des fois financiers, mais là, à l'âge que j'ai, j'ai réussi à me placer pour réussir à rester seul. C'est sûr que c'est une pression financière, mais j'aime beaucoup ça parce que comme ça, j'ai mon lieu à moi. Puis aussi, c'est que ça, c'est vraiment quelque chose que la vie m'a montré. Mais habiter avec quelqu'un, ça rend très difficile de ne pas prendre pour acquis. Quand je vois ma copine, c'est parce qu'on a choisi de se voir. C'est des moments de qualité. C'est pas par défaut on se retrouve dans le même lit tous les soirs. Puis ça change la dynamique relationnelle. Moi, je le vois. Là. Puis là, ça se passe plus chez vous, vu que vous êtes... parce que là, c'est ça, les enfants... Je vois ça aussi, là, il y a dans le polyamour, là, parce qu'on aurait pu faire juste un podcast juste là-dessus. Mais il y a beaucoup de façons de le vivre. Puis il y a des gens, des fois aussi, que dans leur tête, ça marche, mais le vivre, c'est d'autres choses, parce que c'est... Bon. Mais il y a des gens qui le vivent quand même de manière plutôt parallèle. On parle même de ça, là, des relations parallèles ou... extra-conjugales. Oui, mais sinon, on parle même de kitchen table. Là. C'est-à-dire que il y en a même qui habitent ensemble, là, mais sans habiter ensemble, par exemple, moi, je veux dire, je vais chez elle, je rencontre son chum, on parle, on est allé en vacances souvent tout le temps ensemble avec les enfants, leurs enfants, les miens. Puis même, en tout cas, elle n'est pas folle, elle. Non, c'est ça. Oui. C'est ça. Écoute, elle part avec son chum, le père de ses enfants, son amant, les deux prennent une bière ensemble. Soit c'est toi, soit c'est moi. Hey. D'ailleurs, il y a une voisine. Lève mon chapeau. Il y a une voisine. Vous direz d'écouter juste ce bout-là. Il y a une voisine d'origine d'Europe de l'Est qui, à un moment donné, l'aborde dans l'entrée de la maison puis dit Hey, Amélie, il y a une femme qui vient à la maison quand tu n'es pas là. Tu sais? Elle dit Oui, Georgetta, je le sais. Non, mais j'ai un balai, hein, si tu veux la chasser. Là, non, c'est beau. Puis là, elle finit par dire mais moi aussi, Georgetta, quand je m'en vais voir un autre homme. Ah, tu es très intelligente. Puis là, c'était correct, oui. Elle n'était pas exploitée, là. Elle n'était pas trompée, là. T'sais. Non, puis tu sais, à quelque part, derrière tout ça, oui, ça peut être un peu bizarre pour le commun des mortels. Là. C'est pas commun. Il y en a peut-être plus qu'on pense. Il y en a plus qu'on pense, de plus en plus chez les jeunes, mais c'est quand même oui, parce que les jeunes, parlons-en, là, tu sais... Notre génération, mais moi je suis un peu plus vieille que vous, mais votre génération, mais la nouvelle génération apprennent leur relation en ayant déjà ça comme possibilité. Ben c'est ça. Ça a toujours existé. C'était peut-être un peu plus caché. Il y avait moins les réseaux. C'est comme l'homosexualité. C'est ça, exactement. C'est la même chose. Puis les études, parce qu'il y a de plus en plus, là, les études, ça se multiplie là, sur ces sujets. Parce qu'il y a plus de laboratoires, puis ça, vous travaillez fort là-dessus. C'est ça. Puis les études montrent qu'effectivement, je pense qu'au Canada, quand on demande aux gens en haut de 15 ans, avez-vous déjà vécu, vivez-vous ou voudriez-vous vivre dans la non-monogamie, c'est 20% des gens qui disent oui. C'est quand même... Bon, c'est avez-vous déjà, voudriez-vous, là, mais c'est quand même le même nombre de gens qui ont un chat, là. Oui. Puis chez les jeunes, de 15 à 34, je pense, c'est 25%. Fait que c'est ça, Parce qu'on voit que c'est comme plus... Puis, bon, naturellement, il n'y a pas trop d'études là-dessus parce que ça commence justement à émerger, le fait que ça va être un petit peu plus connu.
Qu'est-ce que vous pensez que ça va apporter à la société, à ces jeunes-là qui vont pas avoir justement, là, comme on se marie, on est ensemble pendant... moi, j'ai rencontré, puis à Saint-Valentin, des couples, ça fait 65 ans qu'ils vivent ensemble, qui ont eu 5 ans de fréquentation. Les messieurs, madame de 85 ans, là, c'est toute une beauté. Là. Ouais. C'est moi, là, tu sais, puis c'est drôle, là, puis les deux... Mais 5 ans de fréquentation sans faire de relations sexuelles avec des chaperons. Ah oui, OK. On part de là. Ouais. Aujourd'hui, on parle de ça, mais Ouais. moi, le 14 février, là, on parlait de ça. Des gens, puis qui s'aiment, mais tu sais, qui s'aiment. Ouais. Ils ont commencé ensemble à 15. C'est les seuls hommes qu'ils ont connus, la seule femme qu'ils ont connue. Ouais. Tu sais, ils ont eu des choses, tu sais, Ouais, c'est c'est pas, ça, là. c'est pas. Mais c'est quand même, c'est de choisir en monogamie pendant Ouais. 70 ans. Mais moi, ça revient à nos sujets de tantôt. C'est que moi, je pense qu'il faut que tout soit possible. C'est-à-dire, il y a des gens à qui ça convient, il y a des gens à qui ça convient pas. C'est juste que je trouve ça dommage qu'on ait un seul modèle qui est imposé, qui est par défaut. Puis même, des fois, c'est assez fascinant, là. Il y a des gens qui sont en couple, puis ils sont dans un modèle, mais ils n'en ont jamais discuté. Puis là, c'est OK, mais c'est quoi exactement là, qui est permis ou pas? Est-ce que je peux avoir une amie, parler au téléphone, flirter, frencher, regarder, penser? Ça, parce qu'il y a plusieurs choses. C'est ça. Là. Puis même ça, c'est pas discuté. Je peux aller manger au restaurant avec un ami? Oui, c'est ça, exact, c'est ça. Parce que, puis c'est vrai qu'on peut être amoureux de quelqu'un sans y toucher, là. Moi, j'ai vécu ça aussi, une relation comme ça, là, que... Platonique, mais on était tout le temps ensemble, puis on se voyait, puis on connectait, puis... Fait que bref, c'est juste que ce modèle-là, par défaut, je pense que c'est bien de le remettre en question, puis de le permettre aux gens d'avoir un autre modèle de vie, puis c'est correct, c'est mieux l'un que l'autre, là, c'est tant mieux s'il y en a que... Puis même, comme je disais, il y a des modèles, des configurations très différentes, même dans le polyamour, là. Moi, je me vois à long terme. Moi, j'aime ça, avoir quelqu'un que je vois souvent, que c'est pas juste une parmi tant d'autres, puis là, bon, à soir, laquelle des numéros... Prends mon petit carnet, là, c'est celle-là du lundi. Écoute, elle n'est pas disponible le mardi, c'est tous les jeudis. C'est ça, tu sais, fait que voilà, ouais. Mais pour les jeunes, justement, dans la 25-30 ans, qu'est-ce que vous pensez que ça va être amené dans la société de façon différente? Bien, je pense que ça peut peut-être amener à contrer l'espèce de discours. J'ai vu cette semaine, justement, c'était la Saint-Valentin, puis j'ai reçu une notification là, d'Air France là, qui disait « Surprenez votre moitié et amenez-la à Paris. » C'est quoi ça, la moitié? Je suis-tu la moitié d'une personne, moi, là? Je suis pas une moitié, je suis une personne à part entière. Puis là, votre moitié, puis tu sais, la moitié... Déjà là, on met l'image de dire que pour faire un tout, ça prend ouais, ça prend une autre moitié, parce que sinon, tu es incomplet. Puis là, en plus, c'est angoissant. Là. C'est qui ma moitié sur des milliards d'humains? Là? C'est tabarnouche. Ça tente-tu de la toffer pendant 30 ans? Oui, puis il va falloir que je la trouve. Je l'ai-tu trouvée? Puis là, ce que je veux dire, c'est que ça permet de, je pense, sans tomber non plus là, dans l'individualisme. Puis je veux pas non plus m'éloigner. Je trouve ça super important, les valeurs familiales, communautaires, mais il y a différents modèles, il y a différents besoins, il y a différentes façons de le vivre. Puis je pense que ça ramène aussi à soi, là, c'est-à-dire je suis une personne à part entière. Qu'est-ce que je veux? Je suis en relation avec quelqu'un. On n'est pas une personne, un couple, on est deux personnes. Des fois, on se retrouve dans le couple, mais on existe séparément l'un de l'autre là, à un moment donné. Puis, parce que des fois, ça aussi, ça devient un peu toxique, là, cette symbiose-là. Là. Mais ça prend une force, comment je pourrais dire, une force de caractère, ou j'ai peut-être pas le bon terme, mais tu sais, de dire, t'aimes une personne, puis là, tu le sais que possiblement, tu la vois ce soir, tu fais l'amour avec elle, mais ça se peut que hier, elle faisait l'amour avec son conjoint, là. Oui, puis elle aimait ça. Puis elle aimait ça. En plus, si au moins elle aimait pas ça, elle vient se rattraper. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de choses. C'est de l'amour que ça prend? Ça prend-tu... Ça prend de la confiance en soi, d'abord. Oui, je pense que oui, là, définitivement. Ça prend de l'amour, oui. Ça prend ce qu'on appelle dans le milieu de la compersion, c'est-à-dire d'être capable d'être content. Comme quand nos enfants ont un succès ou quand nos enfants vivent quelque chose de heureux, on est content pour eux. C'est la même chose. Mais c'est sûr que ça, c'est facile à dire. Personne ne veut perdre. T'sais, moi, je ne veux pas perdre. Puis c'est ça aussi.
la jalousie, tout ça, il faut aller voir derrière, c'est quoi. Si moi, quelqu'un, un ami, me dit « je m'en vais dans le sud dans le temps des fêtes », on a ça des fois, les gens disent « je m'en vais dans le sud », puis les gens sont comme « ah, maudit toi ». Mais là, ça m'enlève rien moi, que cette personne-là elle aille dans le sud. Ce qui m'insécurise, ce qui me dérange, c'est ce que je vais-tu perdre quelque chose, tu sais. Mais tant que ça m'enlève rien... Puis c'est comme n'importe quoi aussi. Quand tu le vis, la première fois, là, ma première blonde, là, quand j'étais tout seul chez nous, puis qu'elle était partie chez son amant, puis je le savais, puis là, en ce moment, elle doit être en train de coucher avec, puis je suis tout seul. Tu sais, spontanément, tu te sens loser. Mais à un moment donné, je me dis, non, je suis pas loser pantoute. Je suis vraiment hot. Je la laisse être, puis vivre, puis s'amuser. Puis tu sais, après ça, elle revient, puis c'est pas son âme là, qu'elle est allée donner à c'est quelqu'un, là. C'est une relation. Puis après ça, elle revient, puis elle est là, puis elle m'aime encore, puis même on s'aime plus. Puis elle se colle devant... C'est avec moi qu'elle se colle devant le film. Puis même cette liberté-là, c'est sûr que moi, j'aime ça aussi de l'avoir, tu sais. Fait que, tu sais, quand je le vis, moi, de mon côté, tu sais, j'aime ça. Mais OK, il y a peut-être un bout des fois qu'il faut que je tolère l'autre, mais moi, je suis content. Puis, tu sais, ça vient avec des privilèges aussi, là. Moi, c'est ça, quand c'est accepté, c'est pas juste d'un côté, ça marche pas juste c'est d'un ça. bord, là. Ouais. Puis tu sais, on parle aussi des relations hommes-femmes que, tu sais, on dit, bon, les femmes viennent de Vénus, etc., whatever. Parce que, tu sais, souvent on dit, ben, on est censé aller ensemble, on est tellement différents. Est-ce que ça peut venir aider à ce que l'homme puis la femme se retrouvent un peu plus? Parce que l'homme va des fois être un petit peu plus, bon, en tout cas, là, on généralise, tu sais, plus sexuel, moins rattacher ses émotions à la sexualité. Ouais. Fait que, est-ce que elle, la femme, ben, elle se dit, ben, j'ai le confort avec justement le père de mes enfants, puis dans ma relation parfaite, dans mes photos... mais des fois, tu mets des photos avec vous sur Facebook, ça c'est marrant. Je fais des blagues. Mais tu sais, dans le sens, ce genre de sécurité-là que les femmes, nous, on veut sûrement aller chercher, mais là, qu'en plus, elle a le plaisir, tu sais, c'est d'avoir le meilleur des deux hommes ou le meilleur des deux mondes, là. Ben oui, effectivement. Puis chacun, effectivement, peut aller chercher quelque chose à l'extérieur qui n'est pas nécessairement la même chose, puis on ne cherche pas nécessairement la même chose. C'est comme une recette, on dirait, au fait que la façon dont on est tellement été élevés différents, les hommes des femmes, ça vient comme un peu corriger ça. Ben, en tout cas, ça déconstruit les rôles. Puis ça amène aussi à voir que c'est pas vrai non plus que les femmes n'aiment pas la sexualité. Puis, mais oui, ça remet en question beaucoup de choses là, qui sont comme... Quand on vit ce mode de vie-là, on voit à quel point tout est construit pour le couple. C'est tout est... Puis même dans l'intervention, là, quand je forme les intervenants, je le dis, là, comme on dit plus à une femme, avez-vous un mari? On dit, avez-vous un partenaire? Tu sais? Ben, maintenant, on dit plus, avez-vous on dit, avez-vous un ou des partenaires? Êtes-vous en relation? Tu sais, parce que c'est pas tout le monde qui... C'est quand même assez répandu. Là, non, puis comme là, la Saint-Valentin, il va falloir qu'il y en a qui innovent qui disent, ben nous, on fait un spécial pour les polyamours, pour aller dans le sud. Amenez votre conjoint, votre amant. Mais j'ai déjà vu ça. 3. J'ai déjà vu ça. Si vous venez avec 2, c'est un souper gratuit. On va parler de... Ça fait combien de temps que vous enseignez à l'université? C'est ma 20e année. Allez, 20 ans d'enseignement. Donc, c'était tout de suite le parcours après le doctorat. J'ai pris un peu de retard. Là, en tout, je pense qu'avec l'arrêt là, pour la commune, j'ai peut-être perdu pas perdu, mais pris 2 ans de plus que le parcours. Pour aller encore là dans le laboratoire humain, pour aller faire la recherche sur le terrain. Vous enseignez quoi particulièrement à l'université? J'ai beaucoup enseigné de choses par le passé, mais dans les dernières années, j'ai moins enseigné parce que je fais plus de recherche puis parce que je suis impliqué au syndicat des profs de ben c'est là que je vous aime moins. Bon. Mais ça prend un défaut, là. Ça prenait un défaut, ce gars-là. Il était à l'écoute, il est parfait. Je viens de le trouver. Mais ouais, les syndicats sont mal vus, mais... Ça met des blagues. Mais ça prendra un podcast juste pour ça aussi. Oui, c'est ça. Mais j'enseigne... en ce moment, j'enseigne un cours qui s'appelle « Pratique psycho-éducative en dépendance ». OK. Puis j'ai enseigné inadaptation psychosociale et prévention. J'ai enseigné les méthodes quantitatives. J'ai enseigné le réseau des services jeunesse. J'ai enseigné plusieurs autres, des méthodes de recherche aussi, pas juste quantitatives, stats, là.
Mais c'est ça, depuis quelques années, je donne surtout ce cours-là. Je donne Parce qu'au niveau justement de la consommation, puis qu'est-ce que vous préférez dans l'enseignement quand vous... Parce que là, en 20 ans, les étudiants ont évolué aussi. Ouais. Les étudiants principalement en psychoéducation. Oui. Ce que je préfère dans l'enseignement, c'est vraiment développer... Puis c'est pas facile parce que souvent, les étudiants à ce niveau-là, au bac, ils veulent des recettes pour intervenir. Puis moi, j'aime beaucoup plus développer leur esprit critique, leur capacité d'analyse. Parce que les intervenants de carrière, c'est ça qu'ils disent, c'est ça que ça prend, parce qu'il n'y a rien qui est toujours... Puis le plus gros de mon plaisir à enseigner, c'est quand je vois dans les évaluations ou même dans les témoignages, j'en ai des fois, que les gens ont complètement changé leur vision par rapport aux drogues, leur perception. Puis même cet automne, il y a une étudiante qui est venue me dire « Ça se peut des fois que je trouve ça difficile puis que je sorte parce que mon père, il a bu beaucoup puis il a un syndrome de Korsakoff. » Puis après le cours, elle m'a écrit pour me dire « Je vais peut-être pleurer. » Pour me dire que grâce à mon cours, elle a changé sa vision plutôt que de culpabiliser son père. « T'es malade, t'es mort, tu vas mourir à cause que t'as bu. » Elle a vu comme l'autre renvers de médaille, puis elle l'a accompagné dans son décès sans le juger à cause de mon cours. C'est ce genre de... Un départ. Juste ça, là. C'est juste ça, là, qu'un être humain est mort avec sa fille, qu'il l'accompagne plutôt que de le juger. Ça, c'est des choses que j'aime. Puis c'était votre mission dès le départ. Là. C'était pour ça. Là, tout ça pour, c'est ça. Pour déjà. Là. Mais j'aime, c'est ça, transmettre des connaissances, mais vraiment développer l'esprit critique, surtout par rapport à un sujet comme celui-là qui est très dans les idées reçues. Même dans la science, il y a encore... Parce que la science, c'est pas totalement objectif. La science a des postures idéologiques, politiques. Moi, c'est ce que j'ai dit à mon fils qui, pour le moment, veut aller en médecine. J'ai dit, tu veux faire un meilleur médecin? Parce que souvent, les médecins sont très à science. Je sais, on a un ami médecin. Je dis, ouais, mais t'as-tu un devis là-dessus? Oui, c'est ça. T'as-tu un devis? C'est un inside. Jean, il tu dis n'importe quoi. T'as-tu un devis là-dessus? Mais moi, je dis à mon fils, si tu veux être un meilleur médecin, je veux que tu sois. Je te demande d'être ouvert sur autre chose. Il y a autre chose que la médecine. Ça va faire de toi un meilleur médecin. Tout à fait. Puis la médecine a erré en étant trop, justement, scientiste, réductionniste, qu'il y a juste la science, puis comme si c'était une vérité absolue, alors qu'on a des limites là-dedans dans tout. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas aussi. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas aussi, ou qui s'expliquent par des choses qu'on ne sait pas, puis c'est ça, Puis qu'est-ce que vous aimez que vous aimez, mais que vous avez vu de différent à travers vos 20 ans d'enseignement? Est-ce que la clientèle est passablement... les générations ont changé? Qu'est-ce que vous voyez? Une chose que j'ai remarqué, là, justement, cet automne puis l'automne d'avant, c'est que quand je parlais de réduction des méfaits, puis que je parlais d'approche novatrice, puis de perspective novatrice, j'étais plus devant des visages BA qui comprenaient rien. J'avais des réponses, puis là, j'ai vu, OK, la jeunesse, aujourd'hui, a évolué sur ces questions-là. Il y a encore des choses, pas tout le monde, mais je vois vraiment une énorme différence entre le début de ma carrière puis maintenant. Vous les sentez plus alliés à votre cause, en fait. Ils comprennent, ils connaissent là, les représentations, les perceptions, justement, de la question des drogues dans notre société. Ça a évolué. Ça, je vois une grosse différence. Sur une note plus négative, je remarque que plusieurs viennent moins au cours parce que on leur envoie les notes de cours avant, puis souvent ils s'en satisfassent pour se préparer à l'examen. Fait qu'il y en a plusieurs qui participent moins parce qu'ils se disent avec les notes de cours dans le PowerPoint. Il faut mettre une note de présence. C'est là qu'on... Mais on n'a pas le droit à l'université. Non, j'ai déjà vécu ça, moi. Ça a dû s'effacer. Des fois, c'est détourné. Des fois, c'est participation. La qualité de la participation. Mais il faut bien être présent pour participer. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Puis,
vous voyez où? Là, vous l'enseignez encore, vous avez encore des bonnes années devant vous là, d'enseignement. Une dizaine d'années. Ouais. Puis, quelles sont les traces comme prof que vous aimeriez laisser dans tout justement ce sujet-là que vous abordez? Ben, vous avez c'est ça, moi, je ne suis pas juste prof, je suis chercheur. Hein. Oui, parce qu'il faut en parler aussi de ça. Les traces... Vous vous spécialisez... En dépendance, oui. en consommation, en réduction des méfaits, stigmatisation. C'était quoi vos plus grandes découvertes que vous dites « Hey, mon Dieu, j'en reviens pas » ou c'est bien effrayant? Une de mes découvertes que je suis le plus fier, je pense, parce que ça met en opposition deux modèles idéologiques, notamment du rôle des parents. C'est que... Parce que des fois, il y a les modèles très, très supervision, punition, où souvent c'est le modèle traditionnel du père de famille, alors qu'il y a aussi le modèle plus nurture, égalitaire, chaleureux. Je veux être ton ami. C'est ça. Puis dans une de mes premières études, quand j'étais jeune prof, j'ai montré que la supervision parentale sur la question justement du dérapage dans la drogue était bénéfique, mais seulement dans une relation chaleureuse. Puis que ça semblait passer par le choix d'amis, là. Mais puis que quand la supervision s'incarnait pas dans une relation positive chaleureuse, bien là, c'était néfaste. Parce que l'enfant, le jeune se fermait, puis... Fait que ça, j'étais content de montrer ça, parce que Puis vous avez parlé quelque chose d'important, le choix d'amis. S'il y a des parents qui vont nous écouter, naturellement, c'est le but, là. Puis là, j'ai un expert devant moi, là, j'ai un expert olé, mais c'est quand même un expert chevronné, pareil, là, avec quand même pas mal de recherche et d'expertise derrière la cravate, même s'il n'y en a pas une. Vous diriez quoi aux parents? Parce que les relations, les amis, il y a ça une importance? C'est sûr que c'est important. Puis l'influence des amis est très, très forte là, à l'adolescence. Puis à un moment donné, l'influence des parents, elle disparaît pas. Ça, c'est une mauvaise chose de penser. Elle est juste moins là, mais elle reste là. Puis les amis prennent beaucoup de place. Je pense comme parent, faut éviter de tomber dans « je veux pas que tu te tiennes avec un tel ou un tel ». C'est peine perdue. Ça peut faire l'effet contraire. Oui, mais parler, exprimer aussi. C'est correct de dire, moi, cet ami-là, je trouve pas que c'est une bonne influence pour telle raison. Mais c'est compliqué parce qu'un jeune peut le savoir, mais il y a des gains sociaux de se tenir avec un tel... De bien paraître, d'être avec le cool d'école. C'est ça, toutes sortes de dynamiques là, sociales qui peuvent se jouer. Fait que c'est pour ça que je pense qu'il faut éviter de dire « je veux pas que tu te tiennes avec », exprimer les inquiétudes, puis espérer que, rendu au cégep, il va changer d'amis. Puis, parce que ça peut être une option, ça, justement. Donc, on fait ça un peu aussi, là, des jeunes là, secondaires, tu as des amis, puis là, bang, tu t'en vas au cégep, puis tu te réorganises ton réseau social. Donc, des fois, d'encourager, si on sait que le jeune n'a pas un bon réseau, puis que le jeune veut tendre vers le même cégep ou ailleurs, on peut essayer d'influencer ou de... On peut, c'est ça. Rendu à... faire un peu de sabotage. C'est ça qui est ingrat. Je disais le risque, mais c'est ça, c'est que le parent, il y a une allégorie là, qui dit le parent il agit sur le poupon pour l'enfant avec l'adolescent, mais pour éventuellement le laisser agir seul. En tant qu'adulte. Puis c'est ça, là, on peut pas, il n'y a pas de choix. Là. À un moment donné, il faut le laisser agir. Puis cette période de transition dans l'agir avec, là, elle peut être chaoteuse. Vous parlez de vos recherches. Y a-t-il d'autres choses que vous dites, hey, c'est le fun, j'ai été comme surpris ou... Bien, il y a quand même la question, j'ai beaucoup de choses qui me viennent en tête, là, mais
La question de la réduction des méfaits auprès des jeunes en difficulté, ça, c'est des recherches que je mène puis que je trouve importantes parce qu'on voit les besoins des jeunes, on voit les obstacles au niveau des fois des intervenants ou des organisations. Puis là, en ce moment, mon principal projet, c'est là-dedans, d'essayer de comprendre ces obstacles-là, de développer des outils de transfert puis les évaluer pour que les intervenants comprennent mieux puis appliquent mieux l'approche parce que c'est vraiment les jeunes, ils nous le disent. Là. La prévention, c'est-tu quand même la grosse solution? Mais la prévention, c'est nécessaire. La promotion de la santé, tout est nécessaire puis il faut bien le faire. Mais dans le domaine des drogues, on a un peu... Je fais souvent l'analogie avec la sexualité, mais aussi dans l'éducation. C'est-à-dire... Au début du dernier siècle, je n'étais pas là, mais l'éducation à la sexualité, c'était des curés qui venaient avec des photos de gonorrhée dire « Faites pas ça, c'est dangereux ». Moi, quand j'étais jeune, c'était les ITSS, les MTS, puis les grossesses, puis les condoms, puis c'est des bébites, puis faites attention. Puis là, on est rendu avec un programme national d'éducation à la sexualité qui parle de plaisir, de consentement. Bon, c'est pas parfait, puis ça dépend qui le donne, mais ça a évolué. Mais ça a évolué. Mais pour moi, il faut qu'on fasse exactement la même évolution avec les drogues. La même chose. Pas dire consomme des drogues, là, mais voici la réalité. T'sais, les drogues, c'est ça, c'est ça. Il y en a qui en prennent, qui aiment ça. Il y en a qui dérapent parce que si, parce que ça. Quand t'es jeune, t'es à risque. Puis... Parce que quand on parle de drogue aussi, il faut se rappeler que drogue, là, ça aussi, ça change. Là. En 1960, c'était chose mauvaise et dangereuse. Mais quand je dis drogue, j'entends substance psychoactive, incluant l'alcool. Puis il faut reconnaître que dans notre société au Québec, un adulte là, qui toute sa vie consommera jamais aucune substance ni alcool, puis si on ajoute les médicaments, il n'y en a pas beaucoup. Là. Fait que, tu sais, ah oui? Mais vraiment. Moi, je bois même pas de café. Quand je dis plate, même pas de café. Mais c'est pas plate. Non, mais je dis, non, mais c'est drôle parce que j'ai reçu justement une personne qui a parti justement un regroupement qui s'appelle En sobre sa vie, Nathalie. Puis elle, justement, en lui parlant, je dis, moi, je me suis sentie toujours justement la 5e roue du carrosse parce que moi, je bois pour faire plaisir. J'aime pas ça. J'ai pas de mérite. Je n'aime pas l'alcool. J'aime pas le goût. À moins que ça goûte un peu le jus, un drink, là. Là, je vais peut-être ou de la sangria ou whatever, mais puis même, c'est pas le feeling, tu sais. Fait qu'encore la drogue, j'ai jamais fumé de cigarette. Fait que je me suis pas rendue. C'est ça. Fait que comme les ça existe. Il y en a pas ça existe. Ça existe. Mais c'est ça, il y en a pas beaucoup, effectivement. Pas beaucoup. Les chiffres le montrent. Oui, puis il faut s'accepter parce qu'on se sent même, on se sent justement jugé. Oui, exactement. Moi, ça, je trouve ça atroce. Là. Puis je parle de stigmatisation. Pour moi, ça me fascine d'un point de vue strictement anthropologique. Les consommateurs de drogue qui sont stigmatisés, puis les non-consommateurs d'alcool qui sont stigmatisés, alors que... Comme décidez-vous, là. Oui, puis c'est vrai, hein. Moi, j'en parle souvent avec des gens qui consomment plus ou consomment pas, puis ils me le disent, là, les gens sont pas bien, mais là, arrête, là. Puis j'ai dit, maintenant, je suis comme fière, tu sais, je suis comme fière de dire, pas pour juger les autres, mais non, je bois pas, ou oui, des fois, je vais prendre une sorte de vin parce que j'ai le goût, parce que j'ai le goût de connecter avec la personne, de dire, regarde, c'est une question de politesse, mais souvent, j'ai ça dans le fond de ma coupe, puis il va en rester, de toute façon, je vais prendre une gorgée, puis j'ai tout essayé, avec des amis français, avec des vins chers, des pas chers, de la piquette, pas de la piquette, me saouler pour essayer d'aimer ça, j'ai tout essayé, tu sais, me saouler. C'est un bien gros mot, ça prend pas grand-chose. Ça doit pas, non. mais de vouloir justement tellement aimer ça pour justement être normalisé. Oui, tout à fait. Oui. Ah oui, c'est vraiment pas normal dans le sens normatif là, du terme, là, de ne pas consommer de l'alcool au Québec. Ou quoi que ce soit. Ou quoi que ce soit. Mais l'alcool en particulier. Oui. Ah non, moi, c'est même pas de café non plus. Fait que je suis pas... je suis content de vous avoir rencontré. Je vais même faire une recherche juste sur moi, là. Devrait être bonne pour 2-3 thèses. Oui. Qu'est-ce qui vous attire encore? Qu'est-ce que vous voulez encore expérimenter? Parce que là, j'essaierai de chercher dans ma tête. Y a-t-il quelque chose? Avez le goût d'essayer... d'expérimenter en recherche, mais aussi en tant que cobaye. Ouais. Je ne veux pas avoir l'air, prétentieux, là, mais autant je me disais quand j'étais jeune, je veux accomplir, autant des fois je me dis,
je peux mourir demain matin. J'ai pas du tout envie de mourir, mais j'ai vraiment le sentiment d'avoir accompli beaucoup plus que ce que je souhaitais. Fait que j'ai pas de grandes aspirations, si ce n'est que de continuer ma militance pour cette éducation à la drogue qui change, puis c'est les lois, puis la stigmatisation. C'est ça que je veux vraiment. J'aimerais voir une société où on cesse d'exclure les personnes qui consomment, puis encore une fois, que c'est pas glorifié, mais c'est juste comme ça existe. Puis que dans le fond, il y a de moins en moins d'usages de drogue qui sont comme pour des mauvaises raisons. Puis que les personnes qui consomment, puis les consommations qui existent, ben, sont soutenues, pas punies, encadrées pour que ça aille le mieux possible. Puis ça peut paraître banal, tu sais, la question des substances, mais je trouve que se joue beaucoup dans la question des drogues, puis des personnes. Beaucoup d'enjeux humains, sociaux, de justice sociale, de jugement, puis de beaucoup de choses de nos bébites humaines, individuelles, sociales. Fait que c'est pour ça que j'aimerais ça. C'est ça que j'aimerais. Puis comme père, qu'est-ce que vous aimeriez qui change pour vos jeunes ou où est-ce que vous aimeriez faire la différence comme père? Ben, j'aimerais que mes jeunes se sentent bien, là. Des fois, je me dis, c'est difficile d'être jeune, mais il me semble qu'aujourd'hui, ça semble encore plus difficile que quand moi, j'étais jeune. Ah oui, parce qu'il y a une certaine ouverture à plein de choses. C'est vrai. Peut-être que moi, je vois juste comme... La complexité de tout ça? La complexité de... Parce que trop, c'est comme pas assez, donc avoir une très grande ouverture... C'est que... Il me semble qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Fait que là, quelle est ma place? Moi, si j'étais jeune aujourd'hui, je dirais, quelle place que je peux avoir? Telle porte. Puis moi, je le sais, quand j'étais au cégep, on travaillait en moyenne, je pense que c'est 5 heures à l'extérieur. Maintenant, c'est 20. Fait que c'est vrai que d'un côté, peut-être faut le voir, d'un côté l'ouverture, l'accueil, il y a des mais ça peut être aussi angoissant, parce que tu sais, quand t'es jeune puis tu sais pas ce que tu veux faire dans la vie puis qu'on te présente une porte ou deux portes du bord puis que le parent te pousse vers une des deux, tu dis, il y en a deux là, mais je te recommande fortement d'aller dans celle-là à gauche, tu sais, que tu dis bon, tu suis le parent de ta confiance. Là ils ont comme 23 000 portes. Mais ça doit être angoissant aussi de dire, attends, moi, je suis plus dans la porte 1, puis là, le parent est là. Choisi, ou tu sais, on veut tellement aller dans la permission, puis dans le respect de l'enfant, que l'enfant n'est pas nécessairement prêt à avoir toutes ces 22 000 portes-là devant lui, puis te dire, ben mon Dieu, vers laquelle j'ouvre, tu me trouves. Ça doit être angoissant. C'est peut-être ça aussi que vous voyez de. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est. Ce que je perçois comme quand même des opportunités plus limitées. Ouais, c'est ça. Quand je regarde le coût d'accès à la propriété, par exemple. Il faut les aider. C'est plus difficile là, aujourd'hui. Oui. Puis les parents qui disent, ben là, ils feront comme moi, ils se débrouilleront. Je dis non, nos enfants vont avoir besoin de notre aide. Déjà, moi, mes parents, je trouvais qu'ils étaient comme un peu trop dans ce discours-là. Ben, regarde, moi, je l'ai fait, fais-le. Ouais, mais... C'est plus la même chose que dans le temps. Puis ça, c'est pas un reproche à ma mère, mais ma mère, je me souviens, moi, quand on était jeune, ma mère était monoparentale, mais elle avait une bonne à la maison, là, qui venait pour les matins, midi, soir. Elle faisait du ménage, elle faisait des repas, puis ça coûtait des peanuts. Même en dollars constants, ça n'existait. Ça l'aidait comme mère monoparentale. C'est ça. Parce que moi, j'étais là avec mes enfants, puis comment tu faisais? Ben, elle faisait avec ça qui n'existe plus. Non. Parce qu'aujourd'hui, les femmes aussi sont sur le marché du travail. Non. Cette dame-là, elle, c'était un sideline pendant que son mari travaillait, puis je suis pas en train de dire qu'il faut qu'on retourne là. C'est juste que d'ailleurs, ça, c'est une chose que moi, je trouve qu'on s'est un petit peu fait mentir, là. On s'est fait promettre une société des loisirs. Il y a plusieurs décennies de ça, quand nos parents étaient jeunes, ils disaient, plus tard, là, ça va être la semaine de 4 jours, puis tout ça. Hey, là, tout le monde travaille 6 jours semaine, puis on n'arrive pas. C'est ça que je trouve un peu angoissant pour mes enfants. La performance. La performance.
Puis comment réussir à arriver là, quand tu as les attentes, l'école de financière, travail, c'est ça. Oui, parce que vivre à Montréal, tu veux acheter quelque chose à Montréal, là, à Rosemont. Effectivement. Plateau, même moi qui est prof d'université, j'ai fait juste à temps. Ouais. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les prochaines années? À vous, en tant que prof, en tant que père? Votre plus grand souhait? Ben, mon Dieu. Que l'amoureuse, ça dure longtemps? L'amour, le bonheur, la santé. On est pas mal tout le temps à la même place à ce moment-là, quand on a atteint nos objectifs. Merci beaucoup. Puis moi, je suis un prof aussi, hein? Mais pas d'université. Mais et alors, les profs, ça remet souvent des diplômes. Ah oui? Écoutez, ça sera certainement pas le plus prestigieux que vous avez eu, mais possiblement le plus humain. Ah oui? Alors, je remets un certificat d'engagement décerné à Jean-Sébastien Fallu pour son doctorat en psychologie et ses intérêts de recherche, pour sa prévention des toxicomanies, réduction des méfaits et autres approches, pour les nombreuses recherches sur les dépendances, pour la revue Drogue, Santé et Société ainsi que pour l'organisme Grippe de Montréal, pour les communications et les publications écrites sur ce sujet qui l'interpelle, pour ses multiples engagements en lien avec les enseignements qu'il transmet, pour s'être ouvert et avoir levé le voile sur ses propres choix afin de démystifier les sujets qu'il aborde, pour ces humains qui l'aident et accompagnent à travers ses nombreux engagements en tant qu'expert, pour tous ces commentateurs, pour tous ces consommateurs, pour tous ces consommateurs avisés, informés et sensibilisés, pour avoir démontré qu'un humain olé olé peut aussi être hautement diplômé. Merci beaucoup. Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit, que disait de La Rochefoucauld. Je l'applique. Merci beaucoup. Et vous en êtes la preuve vivante. Wow! Merci. Vous le mettrez avec où vous voulez. Je me demande si je vais le mettre dans mon bureau ou à la maison. Je peux-tu en avoir deux? Ah oui, je pourrais vous envoyer un deuxième, certainement. Puis, bonne route parce que avec un prof comme vous, je pense que nos étudiants en psychoède... on a besoin de profs comme vous. On ne peut pas être tous des profs comme vous, mais je pense que c'est bon d'avoir une diversité. Puis dans un milieu où justement où le protocolaire est plus là, où le droit à l'erreur, parce qu'on est des modèles comme enseignants, mais encore plus à l'université, il y a comme un statut hiérarchique qui vient avec ça. Donc, de venir un peu brasser ça. À travers, puis là, écoutez, moi, je viens de vous sauver un cours, hein? Ouais. Je viens de mettre vos devant notre podcast, et savez-vous quoi? J'ai bien les travaux corrigés. Écoutez le podcast, au lieu de me apprendre à me connaître. là, écoutez ça. Je pense que c'est ça. Des fois, j'ai un prof qui le fait, en tout cas. Un prof, de l'école de mon gars que j'avais reçu, puis il a fait ça. Je le remercie, ça m'a amené beaucoup de followers. Si jamais une semaine, je suis dans un congrès à l'étranger, je mettrai ça. Des fois, de voir, surtout en psychoéducation, on ne veut pas enlever les autres domaines, mais la psychoéducation, c'est encore là une profession de dévotion de soi. Là. Je sais que les syndicalistes ne seront pas d'accord. C'est pas une vocation, c'est une profession. Mais je pense que... Un peu des deux. Vous pourriez pas me dire ça parce que votre parcours démontre définitivement de la vocation de vouloir changer de changer le monde. Puis d'avoir un modèle comme vous, de dire, regarde, moi, je suis humain, voici ma vie, mais regarde, je suis pertinent, puis je fais des recherches, puis j'ai le goût de changer les choses, puis je me questionne, puis je fais des erreurs. Je trouve que ça vient amener toute une autre vision, puis une autre image, puis un autre modèle en tout cas, dans le milieu de l'éducation. Alors, je vous remercie pour ces jeunes-là parce que faut se le dire, la nouvelle génération a certains skills, comme on dit, que nous, on n'avait pas, mais ils ont d'autres enjeux à travers la clientèle avec laquelle ils ont affaire. Je ne sais pas si je peux ajouter une dernière anecdote. Oui. J'ai justement une étudiante qui se demandait ce qu'elle faisait en psychoéducation parce que elle est polyamoureuse et consommatrice de drogue, puis elle se sentait ostracisée par ses collègues du programme en psychoéducation. Puis elle se disait, mais c'est pas pour moi la psychoéducation. Puis là, pendant le cours, il y a eu l'article dans la presse où je faisais mon coming out. Elle n'était pas au courant. Là. Non, elle n'était pas au courant. Puis là, elle l'a été. Puis elle m'a écrit un long courriel en me disant, je pensais abandonner,
Mais ça a tout changé. Je me suis dit, mon prof, il est comme ça, donc il y a une place pour moi dans la force des représentations, là. C'est ça. Oui, puis ça, c'était un message pour elle, mais moi, je pense que c'est un message pour vous. C'est mon point de vue de dire, tu sais, ils vont pas tous le voir dans la presse, là. Non, c'est ça. Que des fois... Il faut le dire. Faut le dire. Ben, je le dis maintenant. Oui, c'est ça, parce que c'est sûr qu'il y en a d'autres qui peut-être pas qu'ils vont vous l'écrire ou quoi que ce soit, mais c'est sûr que ça amène une dimension différente d'acceptation. Oui, ben c'est ça, j'en parle comme démarche dans la déstigmatisation que j'enseigne. Ben oui. C'est super pertinent. Puis quand la personne a le vit puis qu'elle a vécu quoi que ce soit, c'est encore plus pertinent. Notre voix porte encore plus. Hey, merci 1000 fois. Merci. Puis on vous lit, on vous suit quand vous commentez. C'est intéressant. Puis en tout cas, merci beaucoup. Merci cette rencontre. pour l'invitation, plaisir.